pouvoir ensuite le laisser présenter sa conférence aujourd'hui qui est Éducation-économie, quelle relation? Une relation dialectique. Donc, Al-Tawfiq Fathi, c'est un directeur financier responsable des projets européens depuis 2011 d'un mouvement social. Il a été responsable administratif et financier du réseau des centres d'insertion socio-professionnelle AID, Action intégrée de développement en Belgique, et également aussi, entre autres, a été assistant d'enseignement et de recherche à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve en Belgique. Aujourd'hui, donc, comme je vous ai dit, c'est la 3e conférence, Inch'Allah. J'espère que vous allez profiter, comme nous aussi on va profiter de cet intervenant de qualité. On va lui laisser donc la parole pendant une 40aine de minutes et ensuite, Inch'Allah, on laissera la parole au public avec des questions éventuelles grâce à des post-it si vous souhaitez ne pas prendre la parole. Et Inch'Allah, on terminera ainsi donc à peu près une 40aine de minutes pour la prise de parole par le public. Sans plus attendre, je lui laisse la parole, Inch'Allah, et je reviendrai après auprès de vous pour vous expliquer un petit peu le reste de la semaine culturelle. Barakallahu fikum. À tout à l'heure, Inch'Allah. Je lui laisse la parole. Salam alaikum. Voilà, voilà, tout d'abord, je suis très ravi d'être parmi vous ce soir. Et surtout, merci à mon ami Khalid de m'avoir invité, de m'avoir proposé de venir vous parler d'un sujet qui, comme ça, si on lit le titre, ça fait un peu peur, puisqu'on parle d'économie. En fait, ce que j'essayerai de faire, avant, avec une petite introduction d'abord pour situer le sujet, c'est de vous présenter ce que l'économie étudie exactement. Qu'est-ce que c'est l'économie en fait? Juste question de situer un petit peu le sujet. Et puis ce que j'essayerai de faire, c'est de faire un survol historique de comment, pour retracer comment ça a été traité, la question de l'éducation dans les sciences économiques. Et donc là, j'insiste sur les sciences économiques et pas la science économique, et je vais vous dire après pourquoi. Pour enfin terminer mon intervention en pointant un certain nombre d'enjeux, un certain nombre de critiques, juste question d'ouvrir le débat, et parce que le plus important en fait par rapport à ces questions-là, c'est d'avoir à se faire une idée de projet et surtout de sortir avec pas forcément des réponses, mais beaucoup de questions qui permettent par après peut-être d'approfondir la question et voilà, d'aller chercher les réponses à gauche et à droite, parce qu'il n'y a pas de réponse toute faite qu'on peut vous donner. Il y a des réponses, il n'y a pas une seule réponse. Et donc, ce que je compte aujourd'hui faire, c'est un petit peu vous donner des clés pour aller chercher cette réponse ou ces réponses-là. C'est un petit peu, je pense là qu'il y a un petit souci d'affichage. C'est juste qu'il faut peut-être dupliquer en fait le... On va juste dupliquer le... Ah oui, pourquoi le premier n'a pas... Ah, ça va, super. Et donc, dans ma petite introduction, avant de terminer cette introduction, en fait, je compte mettre l'accent sur deux choses très importantes, à mes yeux. La première, c'est l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec un grand H, qui dit en fait toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. Donc ici, vous voyez bien qu'on parle d'un droit, et c'est important d'insister sur ce fait-là. Ça, c'est le premier article. Et le deuxième article, en fait, on parle en fait de la fonction dédiée à l'éducation. Et donc là, on parle de l'épanouissement de la personnalité humaine
Et ça, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et le dernier article, le troisième, en fait, c'est très important aussi, les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Il y a la notion de liberté. Et donc, là, une parenthèse, éducation, formation, enseignement, est-ce qu'on parle de la même chose ou pas? Oui, non. En fait, la notion d'éducation, la définition sociologique de l'éducation, on est plutôt dans la transmission d'une culture, la transmission d'un savoir, la transmission d'un savoir-faire, d'une façon d'être, alors que l'enseignement n'est pas forcément dans la même perspective. Et donc ici, le fait que les parents aient le droit de choisir le genre d'éducation, c'est quelque chose de très très intéressant, c'est dans la Déclaration fondamentale des droits de l'homme. Et puis, la deuxième parenthèse, en fait, c'est quelques statistiques par rapport à la situation de le monde. C'est des statistiques très récentes, en fait, qui datent de 2018. Donc aujourd'hui, moins d'un pays sur 5 garantit le droit à 12 années d'enseignement gratuit et obligatoire dans ces législations. Moins d'un pays sur 5. C'est phénoménal quand même. La deuxième statistique, c'est que un enfant sur 11 ne fréquente pas l'école primaire dans le monde. Et plus d'un enfant sur 2, en âge d'être scolarisé dans le primaire, n'a pas atteint le niveau minimum de compétences requises en lecture fixées par les normes de qualité. Et la source, c'est l'UNESCO. Quand même, c'est phénoménal. Donc, deux choses. L'éducation comme droit fondamental, et à côté de ça, dans le monde, quand même des chiffres interpellants par rapport à l'éducation. En fait, ce que je compte faire après cette introduction, c'est d'abord de vous expliquer dans un langage des communs des mortels ce que l'économie étudie. Donc j'expliquerai la différence entre la micro et la macroéconomie. Et puis, je m'attarderai un petit peu sur la différence entre l'économie politique et la politique économique. Et n'hésitez pas de m'interpeller s'il y a des choses qui ne me paraissent pas très claires. Ce que j'essaie de faire, c'est de ne pas de parler jargon, de ne pas parler technique. J'essaye juste de vous présenter les choses dans un langage compréhensible. Et donc, je m'attarderai un petit peu sur l'économie politique et la politique économique. Et puis, une petite parenthèse par rapport au courant dominant aujourd'hui, surtout les néoclassiques, j'expliquerai ça veut dire quoi, versus les interventionnistes. Et puis, pour voir par après l'impact au niveau de la politique budgétaire, les impacts de l'adoption de l'une ou l'autre de ces approches. En fait, la microéconomie, c'est quoi? La microéconomie, enfin, le terme le dit, en fait, c'est micro, c'est tout ce qui est petit. Hein. Donc l'économie, c'est deux branches, c'est la micro et la macro. La micro, on s'intéresse davantage au comportement économique des individus, et donc les individus au sens large, parce qu'on parle des individus, pas que des personnes, mais on parle des individus, des PME, petites et moyennes entreprises, et des ménages. On les considère comme des micro-structures. Et donc on s'intéresse en fait à l'explication, l'analyse de comportement économique de ces individus-là, qu'on considère dans la théorie économique comme étant rationnels. Vous avez tous entendu parler de l'homo economicus. Rationnel, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que ce sont des gens qui sont censés avoir l'information parfaite de fonctionnement de marché pour pouvoir prendre des décisions rationnelles. Déjà, ça commence mal. Et l'idée, en fait, c'est que la microéconomie essaie d'étudier comment ces individus-là, en fait, comment, comme consommateurs et producteurs, essayent de maximiser soit leur profit, s'ils sont producteurs, soit leur utilité, s'ils sont consommateurs, avec des contraintes. Donc si je suis producteur, mon objectif, c'est maximiser mon profit, avec des contraintes, par exemple les contraintes technologiques. Et donc la microéconomie étudie ce genre de phénomène. Si je suis consommateur, je vais essayer de maximiser mon utilité, ma jouissance, etc., etc. C'est l'utilité, on parle d'utilité en sciences économiques, sous des contraintes. Et ces contraintes-là peuvent être, surtout c'est des contraintes de revenus. Si je ne sais pas me payer un café, je ne peux pas maximiser ma satisfaction par rapport à la consommation de café. Donc, il y a toujours cette logique-là, en fait, de maximiser sous contrainte. Ça, c'est la microéconomie. En gros, il s'intéresse à quatre choses. On a la théorie de consommateur, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire étudier le comportement des consommateurs pour maximiser l'utilité. Et puis la théorie de producteur, là, c'est étudier le comportement des entreprises pour maximiser le profit sous contrainte, par exemple les contraintes technologiques. Et puis on a ce qu'on appelle la théorie de l'échange sur le marché. Une fois qu'on a produit et qu'on veut consommer, il y a une opération d'échange qui se passe entre les deux. Et donc il faut étudier cette relation-là. Et quand on étudie les marchés, on parle de la concurrence. Donc la concurrence peut être parfaite ou imparfaite, etc. Mais ici, dans l'école néoclassique libérale, pour dire ça autrement, on suppose que c'est une concurrence parfaite. Donc c'est le marché qui fait son travail. Vous avez tous entendu peut-être de la main invisible d'Adam Smith. En fait, voilà, on n'a pas besoin d'un régulateur, on n'a pas besoin d'un État, on n'a pas besoin d'un commissaire priseur, on n'a pas besoin de tout ça pour régulariser et réguler les relations inter- et intrapersonnelles. Donc le marché fait son travail. C'est la main invisible d'Adam Smith. On n'a pas besoin de tout ça. Donc ça, c'est une hypothèse aussi. Et puis, on a ce qu'on appelle la théorie de l'optimum économique, c'est-à-dire comment arriver à maximiser toutes ces relations-là et étudier au fait qu'un maximum, c'est l'idéal, on va dire, économique. En fait, ça, c'est la microéconomie qui étudie tout ça. Et puis, par rapport à ça, vis-à-vis de ça, on a la macroéconomie. Donc, la macroéconomie, donc macro, forcément, c'est tout ce qui est courant, tout ce qui est agrégat, tout ce qui est... la macro, son sujet de recherche, d'intérêt, en fait, c'est les agrégats à l'échelle nationale. Et donc, à la télé, vous entendez parler certainement de la croissance, l'investissement, la consommation, la production, les taux de chômage, l'inflation, etc. C'est des agrégats macroéconomiques. Donc la macroéconomie, en fait, se donne comme mission d'étudier, de comprendre, d'analyser ces agrégats-là et les interactions qui existent entre ces différents agrégats. Par exemple, ce sont des hypothèses, mais il y a aussi des études empiriques qui le montrent. On dit qu'entre le taux de chômage et le taux d'inflation, il y a une relation décroissante. J'explique ça veut dire quoi. Le taux de chômage, pas tout le monde connaît ce que c'est. Le taux d'inflation, en fait, c'est l'augmentation des prix. Aujourd'hui, on achète je sais pas, un ordinateur à 100, mais suite à l'inflation,
à la dépréciation de la valeur de la monnaie, pour dire ça autrement, demain on l'achètera à 102. Ça s'appelle l'inflation. Et donc, dans les études empiriques, on montre en fait que le taux de chômage et le taux d'inflation sont dans une corrélation décroissante. On montre aussi que, par exemple, le taux d'intérêt, on parlait tout à l'heure avec Mokhtar, d'ailleurs une parenthèse, ça fait plaisir de t'avoir rencontré. Donc, le taux d'intérêt et l'inflation, on parle d'une relation croissante. C'est-à-dire, quand on a l'inflation qui augmente, les intérêts sur le marché diminuent. Je peux vous expliquer le pourquoi, mais voilà, c'est pas l'objet. Mais on peut, dans des discussions, si on veut revenir sur ça, on peut le faire. Et donc, la macroéconomie, il s'intéresse un petit peu à ces agrégats-là. Quels sont les déterminants de l'évolution de ces agrégats, d'une part, et quelles sont les interactions qui existent entre ces agrégats, la consommation et l'investissement, etc., etc., etc. En fait, aujourd'hui, et là j'arrive surtout aux écoles néoclassiques et interventionnistes, pour dire ça autrement, les néoclassiques, c'est l'école libérale, c'est-à-dire tout au marché. C'est le marché qui fait le travail, et l'État ne doit pas intervenir, il faut dégraisser l'État. L'État n'a pas, à part les fonctions régaliennes, défense, sécurité, etc., l'État n'a pas à intervenir dans la vie économique, y compris dans l'éducation, la formation et l'enseignement. Ça, c'est les néoclassiques. Et puis, on a les interventionnistes, en fait, c'est un petit peu... ils ne sont pas d'accord par rapport à ça. Mais non, l'État a un rôle. Le marché ne peut pas faire tout. Il y a des imperfections de marché. Si on laisse tout au marché, on a des problèmes. Par exemple, la crise de 2007, si vous vous souvenez de la Grèce, l'Espagne, etc., la crise de 2010, la crise financière, oui, c'est le marché qui a fait ça. On a laissé le marché faire. Et le résultat, voilà. Et donc, il faut que l'État intervienne pour remettre les choses en ordre. Donc là, les interventionnistes ne sont pas toujours contents de ce qu'avancent les néoclassiques. Sauf que, dans le monde, dans les universités, dans les organisations internationales, la Banque mondiale, ce genre de choses, le courant dominant, ce sont les néoclassiques. Pourquoi néoclassiques? En fait, c'est les classiques qui sont devenus néoclassiques. La différence, tout simplement, une parenthèse, c'est que les néoclassiques utilisent les mathématiques dans leur raisonnement, et donc c'est de la modélisation mathématique. On commence à utiliser les mathématiques, des modèles mathématiques, c'est scientifique en fait, c'est le modèle qui le dit. On ne peut pas remettre en question les mathématiques, on ne peut pas remettre en question les modèles, ça ne se fait pas. Donc vous sentez bien que c'est du sarcasme. Donc je ne suis pas d'accord avec tout ça, parce que ça s'appelle de l'idéologie en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, et là je reviens sur l'économie et les économies. Donc l'économie, c'est pas une science économique, mais c'est des sciences économiques, parce qu'au fond, l'économie c'est quoi? C'est des rapports de force situés dans un espace géographique et politique qui se fait par d'autres moyens. C'est des rapports de force, au fond. Donc c'est de l'idéologie, on va dire. C'est pas une science exacte, c'est pas une science dure. Ça permet de comprendre, d'expliquer un certain nombre de choses, mais aussi, et c'est ça le danger, c'est que via l'économie, la science économique, on fait passer des décisions qui ne sont pas forcément des bonnes décisions. Je reviendrai par après, peut-être par rapport à ça. Voilà, on parle d'économie politique, politique économique. On fait que l'économie politique, tout simplement, c'est la micro, la macro. On étudie, on est dans la théorie, etc. La politique économique, c'est en fait comment faire pour
faire évoluer l'économie, faire fonctionner l'économie, etc. On est plus dans la politique. Et souvent, la politique économique se fait sur base de modèles de l'économie politique. Voilà. C'est un petit peu ça le lien entre les deux. Donc après cette introduction et la différence entre ce qu'étudie exactement l'économie, ce que c'est la micro, la macro, ce que je propose, c'est de survoler un petit peu comment les économistes avaient étudié l'éducation. Donc jusqu'au XVIIIe siècle, il n'y avait pas d'études ou d'intérêt d'un point de vue économique par rapport à l'éducation. À Platon, ça date il y a longtemps, hein, Platon et Socrate et tout le reste se sont intéressés soit à l'économie ou à l'éducation, mais jamais aux deux. Donc il n'y avait pas d'économie d'éducation. C'est au XVIIIe siècle. C'est même, moi j'appellerais ça la préhistoire en fait. J'appellerais ça la préhistoire de l'économie de l'éducation. C'est à ce moment-là qu'on commençait à s'intéresser à cette question-là. Donc la relation entre l'économie et l'éducation. Et donc les travaux, je vous ai parlé tout à l'heure de la main invisible d'Adam Smith. Adam Smith, c'est le fondateur de l'économie classique moderne, hein, un Anglais. Et donc Adam Smith, en fait, dans un bouquin très très connu qui s'appelle La richesse des nations, c'est une référence dans les sciences économiques, dans ce livre-là, il avait d'une façon intuitive parlé déjà de la relation entre l'économie et l'éducation, mais vraiment d'une façon intuitive. Il n'y avait rien de formalisé, il n'y avait rien de théorisé, c'était vraiment juste d'une façon intuitive. Et surtout, il avait considéré en fait que l'éducation est une forme d'investissement qui accroît la productivité. Et donc, investir dans l'éducation, ça a le même statut, de façon intuitive, qu'investir dans le capital et dans le travail, parce que les moyens, enfin les facteurs de production considérés dans la théorie économique, c'est le capital et le travail. Et donc, il a considéré que l'investissement dans l'éducation a le même statut que l'investissement dans le capital physique et l'investissement dans le travail. Et donc, ça augmente la productivité. Ça veut dire quoi, ça augmente la productivité? Ça veut dire que les salaires des gens augmentent. C'est ça ce que ça veut dire, en fait. Augmente la productivité, c'est-à-dire qu'on produit, avec les mêmes moyens, on produit plus qu'on produisait hier. Si on produit plus, il va falloir répartir ça entre le producteur, enfin, celui qui détient le capital et celui qui détient la force de travail. Et donc l'augmentation de la productivité, ça veut dire qu'on va répartir la richesse, et donc ça veut dire que les salaires vont augmenter. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc il avait pointé en fait le rôle de l'éducation et de la formation comme déterminant de la productivité individuelle, donc l'augmentation des salaires, mais aussi il avait parlé de rôle de l'investissement dans l'éducation, dans la croissance. Et donc pour garantir une croissance des richesses, pour garantir une croissance de l'économie, pour garantir le bien-être tout court, c'est bien d'investir dans l'éducation parce que ça permet d'augmenter le produit intérieur brut qui était la mesure, enfin qui est devenu la mesure de la richesse et du bien-être dans les pays modernes. Depuis le 19e siècle, cette formalisation intuitive, il n'y a pas encore de formalisation, mais c'est plutôt intuitive en fait,
se poursuit, surtout avec une focale, en fait, c'est pas sur l'éducation en tant que telle, mais sur ce qu'on appelle le stock du capital humain. C'est pas le fait d'investir dans le capital humain, mais ce qui compte au XIXe siècle, c'était le stock qu'on a déjà, ce qu'on a accumulé. Parce qu'en fait, selon un certain nombre d'économistes, surtout un économiste allemand qui s'appelle List, en fait, lui, il disait que le fait d'accumuler du capital humain, en fait, augmente la capacité de la population à assimiler le progrès technique. Je parle de List, en fait, parce que lui, enfin, il est allemand, hein, et de Prusse, en plus. Et donc, ça, c'était le 19e siècle, c'était juste après la défaite prussienne face à Napoléon, face aux Français. Et donc, le fait qu'il y ait cette défaite-là a fait réfléchir un certain nombre de gens, pour dire, enfin, d'économistes surtout, pour dire, en fait, la défaite n'est pas due au hasard, non. La défaite, c'est une expression de problèmes plus profonds que la Prusse vit. Et donc là, je fais un parallèle avec la situation au XIXe siècle, début XXe siècle, dans le monde arabo-musulman. C'est que la même question a été posée, en fait, différemment, pour dire pourquoi eux, quand ils disent eux, ils parlent de l'Occident en général, pourquoi eux sont réussis à se développer et pas nous. Et donc là, je cite Mohamed Abdou, par exemple, qui avait écrit dans ce sens-là, Jamal Eddin Afghani, par exemple, aussi, il s'était posé cette question-là, et Rafa'at Tahtawi aussi. Ça, c'est des gens qui se sont posés cette question-là. Pourquoi eux et pas nous? Donc c'était la même question qui a été posée. Et souvent, c'est des questions qu'on se pose après une défaite, après un échec, après... voilà. Donc c'était la même question qui a été posée, en plus, en fait, dans l'Allemagne de l'après-défaite face à Napoléon. Pour arriver à un résultat, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas de hasard. Si on a des problèmes, si on a subi cette humiliante défaite face à Napoléon, c'est qu'il y a des problèmes plus profonds. Et un des problèmes qui avait été identifié, en fait, c'était les défauts de leur système éducatif. Et vous savez bien qu'aujourd'hui, l'Allemagne est considérée comme un modèle au niveau européen avec leur système dualiste au niveau de l'enseignement, que la France essaie de copier, mais sans grand succès, et que les pays scandinaves ont réussi à reproduire, et apparemment ça marche. Et donc, après cette question-là, ils avaient identifié le système éducatif comme étant un des problèmes majeurs qui ont causé la défaite. Et ils ont dit en fait que le problème de ce système éducatif, qu'il est élitiste et qu'il est éloigné de la science et des mathématiques. Pour dire ça autrement, qu'il est déconnecté du marché de l'emploi, du marché du travail. Donc élitiste, c'est quoi la solution? C'est la démocratisation, c'est la massification. Et donc ils ont proposé, surtout List, il a proposé en fait de généraliser l'éducation, l'enseignement comme solution. Et ce n'était pas pour des raisons morales, non, c'était pour des raisons économiques, pour une raison d'efficience économique. Et éloigné des maths et des sciences, autrement dit l'adéquation avec le marché de l'emploi, l'idée proposée c'est de revoir les programmes de formation
Donc ils ont revu les programmes de formation pour y intégrer davantage de maths, davantage de sciences et davantage de contact avec le monde du travail, avec les entreprises. À l'époque, ce n'était pas vraiment des entreprises, parce que c'était des artisans, en fait, à l'époque. Et cette démocratisation s'était faite surtout au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, parce que l'universitaire, là, c'est autre chose. On est dans des spécialisations, etc. Mais pour la naissance de l'économie d'éducation, il faut attendre l'entre-deux-guerres, en fait, entre la Première Guerre et la Deuxième Guerre. C'est là vraiment on parle de la genèse de l'économie de l'éducation. Surtout dans deux pays, en fait, tels que l'Allemagne et l'Angleterre, qui sortaient de la guerre, surtout l'Allemagne, avec des défis, des enjeux, et avec des pressions, en fait, vécues par ces deux pays, qui ont favorisé une réflexion économique pour finalement promouvoir le protectionnisme. Donc on est revenu à cette histoire de libre-échange, etc. C'est fini, quoi. C'est plutôt promouvoir le protectionnisme. Et là, on parle des mercantilistes. C'est une école dans l'économie, en fait. Et parce qu'il se pose, en fait, que le commerce mondial est à somme nulle. Ça veut dire quoi? Si A gagne quelque chose, ça veut dire que B a perdu la même chose. Donc c'est à somme nulle, et c'est pas... voilà. Et donc, c'est pourquoi eux, ils ont défendu le protectionnisme, parce que si on perd, il y a d'autres qui vont gagner, et si on gagne, c'est d'autres qui vont payer, donc on a intérêt à gagner qu'à perdre. Et donc c'est ça, en fait, le raisonnement, on va dire, théorique derrière. Et puis, dans cette période-là aussi, ils ont théorisé la notion de l'industrie en fond. C'est-à-dire des industries naissantes, hein, soutenues par l'État, protégées par l'État, et en fait, qui, voilà, jusqu'à ce qu'ils deviennent on va dire, adultes et vaccinés, majeurs et tout. Donc voilà, il y a une période où voilà, l'État devait intervenir pour protéger ces industries. Et puis, la promotion d'un système éducatif en phase avec les besoins de développement industriel. Et donc là, on entre en fait dans l'instrumentalisation de l'éducation. Parce que l'éducation à la base, c'était en fait, on est dans un cadre idéologique, philosophique et civique. On forme des citoyens, on forme des gens, on endoctrine, entre parenthèses, des gens, leur transmettent un savoir et un savoir-faire, une culture. Ça, c'était le champ de l'éducation avant. Mais maintenant, on vient avec autre chose. On essaye d'assigner une fonction économique à l'éducation. Le rôle de l'éducation, ce n'est pas de former des citoyens, non, et en plus des citoyens critiques, mais non. Le rôle de l'éducation, c'est de former des bons travailleurs. Donc on est dans l'instrumentalisation de l'éducation. Donc ça, c'est la genèse entre deux guerres en Allemagne et en Angleterre de l'économie de l'éducation. Et puis un quatrième dernier élément, c'est qu'on a connu des apôtres, ce qu'on a appelé à l'époque l'immigration choisie. Ça vous parle? Sarkozy n'est plus président de la République, mais quand même, il y a des politiques qui vont dans ce sens-là. C'est qu'on parle d'une immigration, à l'époque, on est au 19e siècle, on parle d'une immigration choisie qui doit répondre à nos besoins. Et donc, ils étaient chercher des artisans, parce qu'à l'époque, c'était plutôt des artisans, en fait. Ils étaient chercher des artisans possédant des savoirs et technologies peu répandus dans le pays d'accueil.
voilà, on leur offrait des privilèges, des avantages pour les attirer en fait. Et donc déjà au XIXe siècle, on parlait de l'immigration choisie. Donc c'est pas nouveau, hein. On en parle aujourd'hui dans le discours politique, c'est pas nouveau, hein. Donc ça date d'il y a longtemps. Et donc la vraie genèse, la vraie naissance de l'économie, de l'éducation, c'est-à-dire s'intéresser d'un point de vue économique à l'éducation, ça date vraiment de l'entre-deux-guerres. Je cite ici un grand économiste, Alfred Marshall, un Anglais. Alfred Marshall, en fait, c'est un grand économiste du 19e, qui est en fait le fondateur de l'école néoclassique. Il est c'est-à-dire libéral, il a introduit les mathématiques dans le raisonnement, pour faire simple. Donc lui, il a introduit une nouvelle notion par rapport à l'éducation qui s'appelle les externalités. Ça veut dire quoi les externalités? Ça veut dire en fait les effets que pourrait avoir une décision d'investissement, de consommation, peu importe, que pourrait avoir une décision sur d'autres, mais sans compensation monétaire. Mais ça peut être aussi un effet négatif, hein, ça peut être positif ou négatif. Mais ici, externalité au sens positif. Et donc, c'est l'effet que pourrait avoir l'éducation, l'investissement dans l'éducation sur d'autres sans leur demander de payer une contrepartie. Par exemple, quelques externalités qui a... Enfin, en fait, il faisait cet exercice-là intellectuel pour justifier l'intervention de l'État, parce que les libéraux, les néoclassiques, n'aiment pas trop l'État, hein, c'est pas leur dada. Et donc, voilà, pour justifier théoriquement, lui, le néoclassique justifie l'intervention de l'État, il a introduit cette notion d'externalité. Et donc, quand on investit dans l'éducation, qu'est-ce qu'on a comme externalité positive, comme effet positif, sans que les gens, enfin, qu'on demande une contrepartie aux gens. On a la loyauté des individus. Et donc on est dans l'endoctrinement, en fait, dans une instrumentalisation. Donc on a la loyauté des individus, on a leur discipline, parce que les gens, même aujourd'hui, hein, les gens éduqués, qui ont terminé des études, etc., ils sont plus disciplinés. Discipliné, c'est pas un jeu de mots tout à l'heure, hein, ça peut être positif ou négatif, hein, parce que discipliné, parfois, ça veut dire ne pas oser réclamer ses droits, hein, parce qu'on est discipliné. Mais, un autre élément aussi, c'est que la capacité des gens à faire face au changement. Donc, quand on relève, quand on investit dans l'éducation, on relève le niveau général d'éducation dans un pays, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on permet aux gens d'augmenter leur capacité à faire face au changement. Ça veut dire plus de flexibilité. Et ça, ce sont des termes qui reviennent aujourd'hui dans le discours politique. Hein. La flexibilité, ça veut dire on renvoie la responsabilité vers les gens. Vous êtes responsable de votre condition, de votre situation. Il faut se bouger, il faut faire un effort. L'État n'est pas là pour vous aider. C'est à vous de faire l'effort pour réussir à arriver. Donc la responsabilité n'est plus une responsabilité sociétale et sociale, mais c'est une responsabilité individuelle. Donc ça veut dire faire face au changement. C'est plus de flexibilité. Si vous travaillez dans une boîte, dans une entreprise, voilà, dans une fabrique, si la direction décide du jour au lendemain de changer les procédés et que vous ne correspondez plus à ce qui est demandé, vous devez vous adapter. C'est soit accepter un salaire moindre, c'est soit aller ailleurs. Enfin, c'est la flexibilité, c'est l'adaptabilité, l'adaptation au changement. Donc tout ça, en fait, pour Alfred de Marshall, pour justifier, en fait, l'intervention et légitimer, en fait, l'investissement public dans l'éducation.
après la guerre, ces questions-là d'éducation, économie, etc., sont devenues secondaires en fait dans l'économie, dans l'analyse économique. C'est normal. Pendant les périodes de crise, on s'intéresse plus au long terme, on s'intéresse plus au court terme, on s'intéresse à l'analyse des crises, à comprendre les cycles de crise qui a fait qu'on vit cette situation de crise, et donc on ne s'intéresse plus au long terme, on ne s'intéresse plus à l'éducation, on s'intéresse... En plus, si tout ça se fait en parallèle avec des politiques budgétaires restrictives, il faut faire des économies au niveau de l'État, il faut couper dans la sécurité sociale, etc. etc. Donc on ne s'intéresse plus au long terme, on s'intéresse à le court terme. Et puis, l'âge d'or, en fait, les années 50-60, c'est vraiment l'âge d'or de l'économie de l'éducation. C'est à ce moment-là, en fait, on a commencé la formalisation vraiment de concepts, et surtout de concepts de capital humain. Et donc, toutes les idées qu'on retrouvait au XVIIIe siècle chez Adam Smith, d'une façon intuitive, je les rappelle, c'est-à-dire la relation entre l'éducation et les salaires, la productivité et l'augmentation des salaires, et le rôle de l'éducation dans la croissance économique, micro, macro, juste pour situer les choses. Toutes ces idées-là, en fait, on les a retrouvées dans des récits formalisés à partir des années 50-60. Et donc là, on s'intéressait d'une façon statistique empirique et théorique à la relation entre l'éducation et les salaires, comment l'éducation contribue à l'augmentation des salaires des gens, et puis la relation entre l'éducation et la croissance économique au niveau macro. Je parle beaucoup de croissance en fait, parce que la croissance, depuis un certain temps, est devenue une religion en fait. C'est une nouvelle religion. C'est qu'aujourd'hui, tout passe par la croissance. C'est sacré, il faut de la croissance. Techniquement, c'est quoi la croissance? Tout simplement, c'est l'augmentation du produit intérieur brut, PIB. C'est-à-dire l'augmentation de tout ce qu'on produit, on consomme, etc. Sur une année. Donc c'est devenu une religion. Il a son temple, ses prophètes, voilà, c'est une religion. Donc aujourd'hui, il n'y a personne qui oserait dire en fait que la croissance est mauvaise. Personne. Donc si on veut résoudre le problème de chômage, etc., il faut de la croissance, c'est-à-dire produire plus, consommer plus, mais produire plus avec moins de salaire. Hein. Ça, il faut... Et donc c'est devenu une religion. Ça, c'est ses adeptes, ses apôtres, ses disciples, voilà. Et dans les années 50-60, il y a un économiste très connu qui s'appelle Solow, c'est un Américain, en fait, qui parlait de la croissance et de l'importance de l'éducation pour garantir une croissance soutenue. À un certain moment, à force de produire, on arrive à la marge, on n'arrive plus à produire plus que ce qu'on a produit avant, en fait. C'est un niveau marginal. Donc la croissance, en fait, il y a des rendements, ce qu'on appelle des rendements décroissants. Ça veut dire quoi? Si je produis avec une unité de travail, je produis 5. En augmentant mes unités de travail, par la force de travail,
Donc j'augmente avec des paliers, donc la première fois 5, et puis peut-être 6, 7. En augmentant le travail, j'augmente ma production, c'est une sorte d'économie d'échelle, hein, donc 5, et puis 11, etc. Mais à partir d'un certain seuil, on ne sait plus aller au-delà, c'est des rendements décroissants. Même si on met plus de force de travail, on produit moins qu'avant en fait. Donc un exemple, si on construit une maison et qu'on met 100 travailleurs, qui font la même chose en plus, ils ne vont pas produire plus. Parce que les rendements sont décroissants. Et donc lui, il a avancé cette idée-là pour dire en fait, cette croissance-là, elle n'est pas illimitée. À un certain moment, elle sera... Voilà, on arrivera, on y est déjà avec des rendements décroissants, donc il faut quelque chose qui pourrait stimuler cette croissance-là. C'est le moteur de l'économie, hein, la croissance. Hein. Donc c'est quoi ça? En fait, c'est le progrès technique. Donc il faut investir dans le progrès technique, parce que le progrès technique permet, enfin voilà, ce que produisaient 100 personnes avant, maintenant il y a une petite machine qui pourrait faire 2-3 fois, enfin produire 2-3 fois ce que produisaient en fait ces 100 personnes. Donc là, c'est le progrès technique. Et puis, le progrès technique, il faut de l'éducation en fait. Et donc pour lui, pour garantir cette croissance-là, il faut investir massivement dans la formation, dans l'éducation. Et donc, je vais essayer d'aller vite. Je ne vais pas vous dire tout ce que je... Voilà, mais je laisserai un peu de temps pour les échanges. En fait, dans cette période-là, dans les 50-60, il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte de guerre froide. Donc, la guerre froide entre l'URSS et le monde occidental. Donc, mais avec quand même, on est ici dans les années 50, 58, avec une longueur d'avance de l'URSS par rapport au monde occidental, surtout par rapport à la conquête spatiale. 58, c'est le premier vaisseau de l'URSS en fait, c'est bien un choc pour les Américains. Ils avaient une longueur d'avance quand même. Et ça en fait, c'est pas par hasard, en fait, les analyses en tout cas le montrent, c'est pas par hasard, parce qu'en fait, on dit en fait c'est lié surtout à l'éducation, à la politique de l'URSS qui a été menée par rapport à l'éducation depuis la révolution bolchevique. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont investi dans des écoles, ce qu'on appelle des écoles uniques de travail. Et vous allez voir que c'est un concept, enfin, ce qu'on a aujourd'hui, c'est pas nouveau, hein, parce que ça revient, ça nous vient de loin, en fait. Et donc, c'est quoi les écoles uniques de travail? En fait, c'est des écoles déjà mixtes, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école mixte. C'est la nouveauté, c'est des écoles mixtes, dans laquelle, en fait, ils essayent de supprimer le reproche qui a été fait à l'école tsariste, qui consiste à reproduire les hiérarchies des classes. Les médecins deviennent médecins, les profs deviennent profs, les ouvriers deviennent ouvriers, enfin, les fils d'ouvriers deviennent ouvriers. Enfin, voilà, on reproduit les mêmes classes parce que c'était élitiste en fait. Et donc ce qu'ils proposent dans ce schéma-là, c'est une école mixte, pas de punition, ni d'examen, ni de classement. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment les choses se présentent en France, mais chez nous, en Belgique, on est dans un schéma qui... Ah oui, donc c'est fini les classements, c'est fini l'examen, la punition, voilà. Et donc on est dans des notations A, B, mais pas 5 sur 8, enfin voilà. Donc on est dans un schéma pareil. Et puis la nouveauté de ces écoles uniques de travail, c'est qu'en fait, elle est basée sur un tronc commun qui va de 8 à 18 ans. Donc c'est l'obligation scolaire jusqu'à 18 ans, 17-18 ans. C'est nouveau, hein. Ça n'était pas avant comme ça. Donc un tronc commun de 8 à 17 obligatoire, avec un jardin d'enfants, des crèches. C'est le schéma qu'on a aujourd'hui. Donc en Belgique, c'est le cas. Avec des crèches à partir de 6 ans. En Belgique, c'est à partir de 2 et demi maintenant. Et on veut le rendre obligatoire. C'est facultatif jusqu'à 5 ans. Mais maintenant, on veut le rendre obligatoire pour des questions d'intégration, etc., etc., etc. Et donc l'obligation scolaire
avec un tronc commun. C'est l'enseignement d'aujourd'hui, primaire, secondaire. L'obligation scolaire dans les pays européens, ça dépend. Hein. C'est 15 ans ou 18 ans. En Italie, c'est 15 ans, mais après, il y a les systèmes mixtes, en fait, dual, enfin, c'est formation professionnelle, hein, pour dire ça autrement. En Belgique, c'est la même chose. L'obligation scolaire, c'est 18 ans, mais on peut déjà, à partir de 16 ans, aller dans des systèmes de formation professionnelle ou en alternance. En France, je suppose, c'est la même chose. Et puis, la deuxième chose qu'a fait l'URSS, en fait, c'est la politicnisation de l'enseignement secondaire. Donc, aujourd'hui, en France, on parle des polytechniques. La polytechnisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on est vraiment dans la logique adéquationniste. L'enseignement, la formation, l'éducation doit répondre à des besoins économiques, de marché du travail, de marché de l'emploi. On n'est plus dans une fonction d'émancipation. On n'est plus dans une démarche civique et citoyenne. Non. On est dans une logique d'adéquationnisme par rapport à des besoins de marché. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est le marché qui détermine, qui fixe les règles. Et donc, le fait d'ouvrir une spécialisation ou pas, c'est pas le pouvoir organisateur qui va décider, c'est pas la qualité ou l'intérêt de la matière à enseigner, non, c'est le besoin de marché. Et donc si la philosophie, il n'y a personne qui... Enfin, si le marché ne demande pas de philosophes, et c'est le cas, bah, ça ne sert à rien de former des philosophes. Donc l'école, voilà, ne proposera plus de cours de philosophie. Si on n'a pas besoin de religion et dans l'enseignement, enfin dans la vie de tous les jours, bah, ça ne sert à rien de produire... voilà. Donc c'est le marché en fait qui dicte les règles. Donc ça c'était les deux mesures de l'URSS. Voilà, en fait, j'ai 2-3 choses à vous dire avant de clôturer, parce que... Donc ça, je passe, parce que sinon, non, pas le temps. 21e siècle, donc aujourd'hui, en fait, je dirais l'éducation à l'heure de la libéralisation, de la globalisation. Ça, c'est quoi ça, aujourd'hui, dans le 21e siècle? En fait, on a pris un certain nombre de réformes qui impactent le système scolaire et l'éducation et sa relation avec l'économie. On a entamé une décentralisation massive, c'est-à-dire les décisions ne se prennent plus à Paris, voilà, on a décentralisé. On a déréglementé, il n'y a plus de... Enfin, à part le cadre global, rien n'est réglementé quasi. Il y a une autonomie croissante des établissements scolaires. Ils ont une certaine liberté pour gérer leur offre de formation, etc. Le plus important, c'est d'arriver à des acquis d'apprentissage prédéfinis. Le reste, liberté des écoles. Ce qu'on appelle l'approche par compétence, qui se substitue à l'approche par capacité, en fait. Compétence, ça veut dire il faut répondre au marché. On a besoin d'une compétence, savoir gérer, savoir produire, savoir, etc. Donc, voilà, on met l'accent sur les compétences avec une modularisation, on parle des modules. On peut aujourd'hui aller à l'université, pas pour faire un cursus, mais juste sur un module de gestion technique, machin, etc. Donc, l'approche par compétence, en fait, c'est une logique de marchandisation et d'adéquation, disons. La diminution du nombre d'heures de cours pour les élèves, plus d'activités extrascolaires, etc. Mais les heures de cours, voilà. Les savoirs, enfin, c'est fini, ça. On ne parle plus de savoir. Il suffit de prendre son GSM, aller chercher l'information, le savoir. Enfin, on ne travaille plus le savoir. C'est plutôt les capacités, c'est plutôt les compétences. Et puis beaucoup de partenariats avec le monde de l'entreprise. Et même dans les formations professionnelles, enfin, je suppose qu'il y a des professionnels de l'enseignement et de l'éducation,
Donc on encourage, même au niveau de l'Europe, dans son programme 2020, ils insistent sur ça. Donc il faut une collaboration entre l'école et l'entreprise. On met des moyens budgétaires pour ça. Et puis une introduction massive des technologies d'information et de communication. Si on a un smartphone, si on a une tablette, on n'a pas besoin d'un prof. En fait, c'est le modèle, on pousse vers ça en fait. Le prof devient un facilitateur, et encore. Et donc, voilà, on a accès au monde, on a accès à l'information, etc. Mais après, ce qu'il faut enseigner aux gens, c'est l'esprit critique. Parce que sur le net, on trouve de tout. Je veux dire, voilà, on trouve du tout, bien écrit, bien présenté, etc. Mais à un certain moment, il faut voir l'esprit critique pour savoir distinguer le bon de mauvais, etc. etc. Donc l'école, le rôle de l'école, c'est... Parce que le gros souci, le gros problème, c'est qu'on a, depuis maintenant une vingtaine d'années, on a financiarisé l'économie. C'est que la valeur réelle de l'économie ne se mesure plus par des indicateurs, des agrégats liés à l'activité, mais plutôt des choses qui sont liées à la valeur et donc à la spéculation. Avec un jeu pervers, c'est que, et ça c'est le danger en fait de la finance, de la financiarisation, c'est qu'avec de l'argent, on peut produire de l'argent. Avec de la valeur, on peut produire de la valeur. Donc il suffit d'avoir un peu d'argent pour investir, et investir entre parenthèses, parce que c'est de la spéculation. On achète des actions aujourd'hui, en période de crise, et puis on les revend 2, 3, 4 jours après, on se fait de taf, on se fait de la thune, ça fait de l'argent. Et parfois ça peut être des pourcentages et des taux énormes. Et donc des gars comme Soros, vous avez entendu parler de milliardaire Soros, en fait lui, il est capable de faire chavirer, basculer le monde juste par une simple décision d'investir ou pas ses moyens dans l'un ou l'autre secteur. Enfin, encore, même pas secteur, parce qu'on est dans la spéculation. En lien avec ça, la financiarisation, en fait, je reviens sur les dettes souveraines. Donc il y a un système en Europe, et même dans les pays des 28, demain des 27, sans Angleterre. Donc en fait, quand on a créé la Banque Centrale Européenne, c'est le modèle allemand qui a été privilégié. Le modèle allemand, c'est quoi? La Banque Centrale Allemande est une banque autonome, indépendante, et de politique et de reste. Et cette banque-là ne peut pas prêter à l'État. Donc on a reproduit le même schéma au niveau européen. La Banque Centrale Européenne ne peut pas, et c'est interdit légalement, elle ne peut pas prêter de l'argent à des États membres. Son rôle, c'est de réguler l'inflation, c'est maîtriser, contrôler les prix, pour dire ça d'une façon un petit peu... voilà. Donc ça c'est son rôle. Et comment il fait ça? En jouant sur les taux d'intérêt. Donc vous entendez à la radio, la Banque centrale décide de maintenir son taux de base à X%. C'est très très bas pour le moment, après la crise. Donc il joue avec le taux d'intérêt, mais ce qui est pervers dans le système, c'est que